Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting du 11h. Il est 11h pile, 11h01. Nous sommes le 22 décembre 2015. Les marchés à actions sont toujours sous pression en Europe. Pardonnez-moi. Pardon. Donc les marchés à actions sont toujours sous pression. Mais au fond, c'est pas une surprise parce qu'ils sont sous pression depuis le début du mois. Je vais refaire un peu l'histoire et vous donner un niveau de prix, c'est simple. Je l'avais mentionné hier, j'aurais dû d'ailleurs faire confiance à ce niveau de prix. Euh, et donc cela restera la frontière technique qui, selon moi, séparera le scénario haussier du scénario baissier. Je vais donc en parler. Je vais revenir sur les paires de devises majeures. Je les ai déjà bien couvertes tout à l'heure dans le Good Morning Euro Dollar. Et je n'ai changé d'avis sur rien du tout. Tout ce que j'ai proposé sur l'euro dollar, le GBP USD, l'USD CAD, la UD USD, le NZD USD, le US dollar index, le USD CHF, je conserve la même opinion, donc je vais la repréciser. Un mot sur le Bund. Les matières premières, bon, vous venez d'avoir le topo complet sur les matières premières, mais je peux quand même répondre à vos questions si vous souhaitez avoir mon opinion. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. Et enfin, les paires croisées, il faut donc s'il vous plaît laisser traîner une question dans le chat, puisqu'il y en a beaucoup des paires croisées que je ne peux pas donc faire le tour d'horizon de toutes les paires croisées. Alors, donc, bonjour Laurent, Bahamut, Alex et consort. Que fait le marché action? Eh bien, le marché action, il baisse depuis la Banque Centrale Européenne. Vous avez sous les yeux l'Eurostoxx 50. C'est une capture d'écran, mais je l'ai faite il y a 10 minutes. Donc on y est, quoi. Le marché action européen avait fortement monté en octobre et en novembre. Passé de 3000 à 3500 points sur l'Eurostoxx 50. Donc presque, on va dire 16-17% de hausse. Ok. Euh, on s'attendait tous à ce que le 3 décembre, l'annonce d'un programme de quantitative easing numéro 2 par la Banque Centrale Européenne permette d'aller encore plus haut, dépasser 3500 et revenir à 5002 sur le CAC. Sauf que c'est le contraire qui s'est passé. Le 3 décembre, la conférence de presse de Mario Draghi a fait plonger le marché action. Et le marché action ne s'en est pas remis. Car tout au long du mois de décembre, avec toujours au-dessus de la tête cette déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, il y a eu la poursuite de la baisse du prix des matières premières industrielles, alors qui certes là se stabilise un peu, mais elles ont été sous pression tout au long du mois de décembre. Sur le marché action au sein de la zone euro, si vous faites un bilan des grands secteurs d'activité, il y a deux compartiments qui ont souffert en décembre. Les valeurs matières premières, sans surprise, alors les pétrolières, les métaux industriels, tout ce qui produit et vend et qui encaisse du chiffre d'affaires en fonction du prix des matières premières, entre autres, et les valeurs financières, elles ont souffert. La BNP, la Société Générale, Natixis, AXA, elles ont toutes souffert en décembre. Voilà. Alors pourquoi est-ce que les valeurs financières souffrent au sein de la zone euro? Peut-être parce que justement le marché a compris qu'en 2016 on aura encore des taux d'intérêt très bas et ces sociétés financières, grande partie de leur chiffre d'affaires c'est justement les taux d'intérêt. Donc au final en décembre les actions de la zone euro, le marché action de la zone euro est sous pression. On est toujours en gain depuis le 1er janvier et je pense que on finira en gain depuis le 1er janvier. Le CAC 40 gagne 6% et demi depuis le 1er janvier. C'est bon à savoir. Par contre, l'Eurostoxx 50 gagne 1,38 depuis le 1er janvier. Alors, en partant du principe que l'euro dollar a quand même perdu 30% depuis le début de l'année, 10% pardon, depuis le début de l'année, vous avez donc un euro-dollar qui perd 10% depuis le 1er janvier, les actions de la zone euro qui en gagnent 2. Au final, sans l'effet change, la performance des actions de la zone euro est négative en janvier. Ces actions de la zone euro, c'est simple, un niveau de prix, 3300 points. Vous avez ici les bougies donc en données journalières. 3300 points, c'était la résistance en 2014, net, hein, net et sans bavure au point près, regardez, résistance. Résistance, résistance, cassure haussière, c'était la BCE, l'engagement du quantitative easing 1 en janvier. Le pullback, l'été, l'accélération du 22 octobre, encore Mario Draghi. La cassure, c'est encore Mario Draghi, mais dans le sens inverse. Moi, en ce qui me concerne sur le plan de l'analyse technique, sur la base d'une clôture journalière D1, donc vous êtes ici sur un graphique en données journalières, je reste baissier tant que le benchmark international pour les actions de la zone euro, l'Eurostoxx 50, reste positionné sous 3300 points. Ça, c'est le cadre qui me permet de m'exprimer sur ce marché action de la zone euro.
Alors, il y a des niveaux similaires sur d'autres indices boursiers, notamment le DAX et le CAC. Mais moi, je vais me fier donc aux 3300 points, l'Eurostoxx 50. Et c'est d'ailleurs le raisonnement que j'aurais dû adopter hier, puisque l'Eurostoxx 50 restait sous ces 3300 points. Le DAX est resté sous les 10 833, a tenté de se stabiliser sur 10 509, recasse. C'est volatile, on peut tout aussi bien remonter, franchir le niveau que de rebaisser. Aucune idée. Moi, on swing. Un Eurostoxx 50 sous 3300 points ne m'invite définitivement plus à chercher des achats en tendance. Et je m'attends à rien en fait d'ici la fin d'année. On peut tout aussi bien retomber à 10 120 que tergiverser dans cette zone, que revenir éventuellement tester 10 833 points. De toute façon, le volume va s'assécher. Il reste aujourd'hui, demain. Le 24 sert à rien. Il reste lundi 28, mardi 29, mercredi 30. Vous allez avoir des séances à la Bourse de Paris avec moins d'1 milliard d'euros. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Il n'y aura pas de puissante phase directionnelle. En l'état, le DAX, que nous dit l'analyse technique sur le court terme, on voit que le marché a basculé sous les 10 509. C'est une première résistance. Bon, bah, tant qu'on est sous ces 10 509, le marché il est sous pression. Tenter de rebondir hier à l'ouverture, avec la clôture de Wall Street qui a été favorable. Alors, Wall Street a fini en hausse hier, et la session asiatique n'a pas été mauvaise grâce aux déclarations en provenance du gouvernement chinois. Bon, et puis le marché espère aussi toujours que la Banque populaire de Chine renforce sa politique monétaire en 2016, mais bon, ça n'a pas permis grand chose. Au final, en intraday ici sur la base de ces chandeliers horaires, le DAX il est sous 10 509, c'est dégradé, c'est négatif, c'est baissier. Le CAC 40, lui, il est aussi sous pression. Il est resté bloqué sous les 4750. Les 4750 du CAC, c'est l'équivalent des 3300 de l'Eurostoxx 50. Ça avait été débordé par la BCE, ça a été cassé après la BCE. On est en dessous. Ça reste sous pression. Bon. Là, le CAC 40, il a cassé ce matin un niveau intermédiaire qui correspond d'ailleurs aux 10 500 du DAX. Le fait d'avoir basculé en dessous, c'est sous pression. On a cassé 4573. Ça reste négatif. La seule chose qui permettrait éventuellement de remonter, si on réintègre 4573, ce serait haussier, c'est sûr. Tout comme le DAX. Si le DAX réintègre 10 509, ce serait haussier. Donc tant qu'on est sous 10 509 sur le DAX, ou tant que le CAC 40 se situe sous 4573, le marché est sous pression. Par contre, voir le marché reprendre 4573 ou le DAX les 10 509, là on a un signal positif. C'est tout ce que je vais surveiller. Mais un signal positif en intraday, puisqu'en tendance, sur l'horizon de temps supérieur, l'Eurostoxx 50, donc en données journalières, sous 3300 points, le marché est sous pression. Le Forex, aujourd'hui, nous nous intéressons, comme souvent, à la macroéconomie américaine. Pas de statistiques européennes ce matin, en tout cas, s'il y en a, elles sont de 3e rang. Cet après-midi aux États-Unis, la dernière lecture, donc la finale du taux de croissance économique aux États-Unis au 3e trimestre. Les chiffres, l'indice des prix PCE basé sur les dépenses de consommation des ménages, celui que suit la Fed. Des chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond, tout ça c'est à 16 h. Ces chiffres vont influencer le dollar US. Alors le dollar US a monté avec le premier relèvement des taux de la Réserve fédérale des États-Unis le 16 décembre. Depuis il retrace tout, et c'est rien, vous êtes sur un graphique horaire. Le dollar US reste quand même tout en haut de sa tendance haussière en place depuis 2014. Ce matin je vous ai parlé d'un niveau que je visais, c'était les 12 108. Et j'avais donc le sentiment que le marché pouvait rejoindre les 12 108 points avant la publication des statistiques américaines de 14h30 et de 16h. J'ai toujours ce sentiment, par contre, voilà, si ces statistiques US sont solides, le marché du dollar US peut tenter d'établir un creux sous 12 108, qui est un peu le pivot du 16 décembre, le pivot de la Réserve fédérale. C'est le seul niveau technique intéressant. Sinon, sans se casser la tête, vous avez cette ligne de tendance baissière en place depuis le 18 décembre. Voilà, tant qu'on est en dessous, ça baisse. Si on la refranchit, le dollar US remontera et ce sera encore une fois permis par les fondamentaux et toujours les fondamentaux. Alors, ça c'est mon raisonnement sur le dollar américain.
J'ai noté que l'euro en avait le plus profité de cette baisse du dollar US. L'euro-dollar est donc haussier. L'euro-dollar a fait un rounding bottom sur 1,08 $. Je vous rappelle que ce marché est défini par deux bornes de trading respectivement liées aux deux principales banques centrales du monde. Le support des 1,08 qui est le support de la Banque Centrale Européenne. Le support de Mario Draghi, la 1,08. Généralement, Mario Draghi, c'était la résistance. Là, c'est le support. Et la Réserve fédérale des États-Unis, c'est la résistance des indices 40. Et là aussi, c'est surprenant. Alors, à court terme, rounding bottom au-dessus de 1,08. Cassure hier de la résistance à 1,0905. Premier support 1,0905. Et donc, comme établi ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, je reste haussier au-dessus des 1,0905. Si le marché rebrise 1,09, c'est terminé, c'est le dollar US qui établit un creux, qui rebondit après avoir baissé 3-4 séances consécutives de hausse. Et ça, donc, ce serait lié directement aux fondamentaux. Voilà donc pour l'euro-dollar. Dans les devises qui profitent le plus de la baisse du dollar US, les dollars des antipodes, AUD et NZD. Ce qui m'avait marqué ces dernières semaines, c'est la remontée du dollar néo-zélandais, quand bien même la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a baissé ses taux. Le dollar australien ne baisse plus depuis l'été dernier, évolue dans un beau triangle. Et c'est vendredi dernier, je crois que vous étiez d'ailleurs en live avec Universal Trading dans notre conférence en ligne du 18 décembre, que la UD-USD est revenu chercher la partie basse de cette pattern graphique, la ligne de tendance haussière, donc le marché remonte. Et donc le marché a d'ailleurs aussi réintégré un niveau de support important ici à 0,7170, donc de toute façon au-dessus des 0,7170 c'est haussier. On a cependant, avant même le triangle, juste une petite ligne de tendance ici intermédiaire qui peut agir sur l'action des prix. J'ai le sentiment que le marché a quand même cassé. En tout cas, au-dessus des 0,7170, c'est haussier. L'USD CAD, on a atteint un 40, c'était la target que j'avais établie pour janvier 2016, elle a été faite en décembre. Je vous ai parlé ce matin de cette ligne de tendance haussière. Le marché est toujours au-dessus, mais je suis méfiant parce que le dollar canadien reste baissier, mais c'est vrai que le prix du pétrole, pour l'instant, ne décroche pas sous ses plus bas de décembre 2008, qui sont les plus bas de la crise financière de 2008. Donc quelques mois après la faillite de Lehman Brothers. Le prix du pétrole a fait son plus bas en décembre 2008. La faillite de Lehman Brothers a eu lieu en août 2008 et les marchés actions avaient décroché en septembre 2008. Et on tient ces niveaux de prix. Mais on ne rebondit pas. Y a-t-il un risque de cassure? C'est toujours présent. Maintenant, je pense pas. En janvier, peut-être. L'USD4, je pense, peut aller plus haut. Et aller chercher au premier trimestre 2016 le niveau des 1,4250. À court terme, on peut d'abord un peu consolider. En tout cas, on tient cette ligne de tendance haussière. Tant qu'on la tient, ça reste haussier. On voit que le marché la travaille. Par exemple, un environnement statistique US cet après-midi à 14h30 et 16h qui ne serait pas horrible. 14h30, l'indice des prix PCE, le PIB, 16h, les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond. Si l'ensemble est bon, ça peut naturellement aider l'USD CAD à rebondir sur cette ligne de tendance tracée ici en données horaires pour remonter, chercher les 1,3990. Le GBP USD, le pauvre, c'est pas l'euro-dollar, ne profite pas du tout de la baisse du dollar US. La livre sterling, elle est sous pression ces dernières semaines face à un panier de devises. C'est la devise européenne qui a le plus reculé suite au premier relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale depuis 2006. Le marché a brisé les 1,50. Je garde en tendance un biais baissier tant qu'on se maintient sous la résistance, une zone résistante comprise entre 1,4960 $ et 1,50 $. J'ai le sentiment que ce marché pourrait avant la fin de l'année retomber en direction des 1,47. Et enfin, lorsque vous regardez les données du Speculative Sentiment Index de FXCM, il y a presque 70% d'acheteurs, alors que ce marché se replie. Ce qui est, d'après l'opinion contraire des marchés financiers, un facteur de baisse. Tout comme l'a été le fait que l'USD4 franchisse des résistances et que le réservoir des vendeurs ne cesse de se remplir. Ce que j'appelle le réservoir des vendeurs, c'est le pourcentage de traders particuliers à la vente.
Dans le Good Morning Euro Dollar, je vous ai décrit la formation d'un triangle sur le GBP USD. On était dans la partie basse. Vous pouvez observer que depuis le Good Morning Euro Dollar, on est revenu chercher la partie haute à 1,4905 et que ça a été vendu. Et depuis, on a perdu 20 pips. Mais on n'est pas sorti du triangle. Et en toute honnêteté, je vous ai invité à attendre que le marché sorte du triangle pour agir. C'est une mauvaise option, je pense, d'intervenir en plein cœur de la pattern, qui est neutre, qui est latérale, et dont le sens de sortie dépendra des statistiques américaines de l'après-midi. Si elles sont mauvaises, on peut s'attendre à ce que le GBP-USD remonte vers 1,4950, 1,50. Là, 1,4950, 1,50, ce sera une superbe résistance pour shorter. En gérant son risque avec les 1,50. Avec des statistiques américaines bonnes, le GBP-USD sortira par le bas. Et là, à ce moment-là, il y aura un signal de cassure technique pour viser justement les 1,47 $. Et pour l'instant, on est toujours enfermé en plein cœur de ce range qui a une forme triangulaire. Le taux de change USD-Yen, je n'ai pas donc changé d'avis, je n'ai aucune opinion. Entre 120,50 et 122,20, aucune opinion sur ce marché. Le taux de change NZD-USD, c'est comme la UD-USD ou l'euro-dollar, sont les paires de devises qui ont le plus profité de la baisse du dollar US. Si les statistiques américaines sont bonnes cet après-midi, il faut prendre des bénéfices. Si les statistiques américaines sont bonnes, il va falloir prendre vos bénéfices sur les achats euro-dollar, sur les achats AUD-USD, les achats NZD-USD. Et si les stats US sont bonnes, il va falloir shorter le GBP-USD. Ça peut être une bonne façon de faire, hein, en optimisant vraiment son action selon les statistiques. Ça peut se passer comme ça. Bon, on verra, je les suivrai en live tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passera cet après-midi si les stats américaines sont décevantes? L'euro-dollar continuera de monter plus fortement, la UD-USD aussi, le NZD-USD aussi, et le GBP-USD ne sortira pas par le bas de son triangle, voire remontera vers 1,4950, 1,50, qui selon moi, sera donc une bonne zone de résistance pour shorter. Le Bund. Il se passe plus grand chose sur le Bund qui est d'abord remonté, qui a profité hier des résultats des élections en Espagne qui ont entraîné des tensions sur le marché de la dette souveraine espagnole. Il y a une remontée des taux obligataires hier en Espagne, c'était 5-6% la clôture européenne, et donc un arbitrage avec des capitaux qui l'ont quitté en partie pour revenir chercher des contrats plus safe, notamment le contrat allemand. Et là, le contrat retombe. Il y a un léger renforcement des taux obligataires au sein de la zone euro. C'est pas grand chose. Si on prend du recul, on est toujours face à un contrat Bund qui évolue dans ce canal haussier, mais qui, sur le court terme, n'a pas franchi un niveau de résistance ici, qui avait été formé début décembre à 159,37. Alors c'est vrai que j'ai envisagé que le Bund puisse remonter d'ici la fin de l'année à 160. On a fait 159,37. Est-ce que ce contrat peut toujours remonter en direction des 160? C'est possible, notamment si l'Eurostoxx 50 se maintient sous les 3300 points. Bon, à court terme, on voit que le marché n'a pas franchi les 159,39. Là, on peut retomber vers 158,60. On voit qu'il y a un début de repli aussi sur le RSI, c'est propre, il est sous une résistance descendante, donc à court terme, clairement, ça va se replier. Le contrat là ne sera pas recherché, il ne bénéficie pas des actions qui sont toujours sous pression. Il n'y a pas non plus une volatilité excessive. Quel serait un point d'entrée pour moi optimal? C'est le niveau des 158,15, qui a un rôle pivot depuis un certain temps, qui a un rôle pivot à court terme, hein, on voit bien ici sa dimension. Sur le momentum qui est représenté ici par l'indicateur technique RSI, on peut tracer aussi cette compression. Alors pourquoi pas regarder éventuellement le positionnement des prix lorsque le RSI ici en donné 4 heures reviendra chercher la partie basse de ce qui pourrait être une compression en triangle sur le momentum. En tout cas à court terme là on est bien parti pour aller chercher les 158,60. Alors l'once d'or a profité aussi du repli du dollar US. L'once d'or semble être sorti par le haut de ce canal, mais je suis méfiant. Sur le très court terme, voici quelle serait mon opinion. Celle d'un range très étroit
entre 1075 et 1081. Euh, on a probablement aussi sur l'once d'or une ligne de tendance haussière qui est en place depuis la reprise sur les 1050. Je vais essayer d'en tracer plusieurs qui collent le plus à l'action des prix. On a notamment cette dernière. Bon, c'est sûr qu'il y a un biais de reprise, c'est comme l'euro-dollar où je vous disais qu'il fallait conserver le biais haussier au-dessus des 1,09. Bon bah l'once d'or, il faut privilégier le biais haussier au-dessus des 1075 parce que voilà, on serait sorti par l'eau de cette espèce de figure. On a fait le pullback en fait, donc toujours un biais de rebond au-dessus des 1075, mais attention aux effets que pourra avoir de solides statistiques américaines, où là clairement il faudrait prendre des bénéfices. La seule chose qui serait baissière sur l'or, sur le plan technique, ce serait de réintégrer ce canal et de casser 1075. Donc voilà, je prendrais plutôt l'opinion neutre entre 1075 et 1081,70. On dépasse 1081,70, là c'est haussier, et là pour le coup on remonte chercher 1090, voire 1100. Très baissier sous 1075. Et vous savez, je pense que la meilleure solution c'est d'attendre. Les stats US vont permettre de savoir. Soit on casse 1075, on réintègre le canal, ça coule. On dépasse 1081, il y aura une belle accélération haussière pour aller chercher 1090 et peut-être au-delà. Parce que la réserve fédérale, elle reste data dependent. Elle a bien dit qu'en 2016, son cycle des taux d'intérêt dépendrait de l'environnement macroéconomique, que le fait qu'elle ait relevé ses taux le 16 décembre n'a pas donné le point de départ d'un cycle haussier linéaire comme on a pu observer depuis 1980 à chaque fois qu'il y a eu le point de départ de la hausse des taux. Donc, ces chiffres ont une importance forte. Et vous avez compris que cet après-midi, si les chiffres US sont bons, je short le GBP USD. Si les chiffres US sont mauvais, l'euro-dollar ira plus haut et l'once d'or devrait être capable de casser la résistance à 1081,70 pour remonter en direction des 1090. Bon, c'est à peu près comme ça que j'arrive à cerner l'action des prix à court terme. Alors forcément, si l'euro-dollar remonte, si le GBP USD n'a pas profité d'un iota de la force du dollar US. Donc je résume, l'euro-dollar monte fortement depuis quelques séances, le GBP USD est sous pression. Quelle est la possibilité du côté des paires croisées comme tendance? Mécaniquement, la tendance haussière de l'euro GBP. Croisement de l'euro-dollar et du GBP USD. Et cet euro GBP, techniquement parlant, il est propre, notamment depuis la réintégration ici des 0,7212, donc avec un beau rôle de support. Je vais me mettre ici en données journalières. Ça peut être une alternative. L'euro GBP permet de jouer le comportement relatif du taux de change euro-dollar par rapport au GBP USD. Sans savoir quelles seront les statistiques américaines, j'ai quand même le sentiment que l'euro va continuer de surperformer la livre sterling. Alors si vous êtes gêné par ces stratégies conditionnelles qui consistent à attendre des sorties de range en fonction des statistiques US, autant se positionner sur la tendance haussière de l'euro GBP. Car j'ai quand même le sentiment qu'avant la fin de l'année, on peut bien prendre une centaine de pips de plus et revenir chercher les 0,7450. Donc ça peut être une stratégie non pas décorrélée, mais une stratégie relative. Donc voilà, on a ce canal de hausse qui est assez propre sur l'euro GBP. Et je pense que ça peut nous ramener en direction des 0,7450 avec un certain nombre de supports. Je dirais que le premier en swing c'est 0,7270. C'est haussier, il n'y a pas de divergence, c'est même pas suracheté, c'est propre. Et donc je pense que là il faut essayer de chercher des points en utilisant des charts intraday. On a ce canal, vous voyez, hein. On a donc un premier support technique ici sur l'euro GBP à 0,7305. Et c'est vrai que celui-là est pas mal du tout. Indépendamment de ce qui sera le contenu des statistiques américaines. Parce que l'euro surperforme nettement la livre sterling. Le suivrai cet après-midi, celui-ci.
Alors, question de Ilian sur l'USD CAD. Il s'est rien passé sur l'USD CAD à 10h30. Vous l'avez ici sous les yeux. J'ai toutes les bougies japonaises horaires depuis l'ouverture de la session asiatique. Voilà. Et il s'est rien passé. Il y a une vol de 15 pips. Juste ce que je peux vous dire sur l'USD4, c'est qu'on tient cette ligne de tendance haussière. Alors, est-ce que je peux dire un mot sur la UDCAD? Oui, je le peux. La UD étant relativement fort et le dollar canadien sous pression, j'imagine que nous avons là une des plus belles tendances haussières parmi les paires croisées. Et c'est en effet une superbe tendance haussière. Par contre, voilà, on revient tester ce niveau, mais en fait, en cours de clôture, le débordement ici des 0,9970 a donné le signal d'achat. C'est vrai qu'elle est pas mal du tout celle-là. Hein. Bon, par contre, c'est le même topo, hein, c'est-à-dire que bien compris que le dollar canadien a bien chuté, que on a fait les 1,40, que le pétrole tient ses plus bas de décembre 2008, ne rebondit pas certes, mais ne décroche pas non plus en dessous. Malgré tout, c'est quand même un marché qui devrait remonter davantage, au moins au premier trimestre 2016. Là, on tape un niveau de prix, hein. Les 1,0083. Rien du côté du momentum ne diverge, surtout en données weekly, on voit qu'il y a un énorme potentiel. Donc, moi, j'ai le sentiment que la UD4 peut prendre 300 pips de plus hein, lors des prochaines semaines. Mais en termes de rythme de marché, on teste ce niveau-là, on ne peut pas acheter sous résistance. Il faut attendre un repli vers support. Le premier support, ce serait 0,9960. Et en effet, je pense qu'il y a clairement du potentiel de remonter davantage, et notamment au premier trimestre 2016. Comme l'USD4, je pense qu'il ira chercher les 1,4250. Mais c'est possible qu'on reste sous 1,40 cette année. Sachant que l'année termine dans quelques sessions de trading. Et c'est vrai qu'il y a de belles tendances sur ces taux de change. Ça, il n'y a pas photo. Donc le DAX en données horaires a cassé les 10 509, c'est baissier. Ok, rien à dire, comme le CAC. Et de toute façon, les actions de la zone euro, sous 3300 points en clôture journalière, sur l'Eurostoxx 50, c'est baissier. Alors, que pensez-vous du GBP Yen? Que pensez-vous de l'Euro Yen? Eh bien, je vous donne ma réponse tout de suite. La livre sterling est sous pression ces dernières semaines. Forcément, elle se replie parce que le yen se renforce. Le GBP Yen a cassé un support ici quand il a cassé les 180. Il ne cesse de se replier. Par contre, attention, on teste les plus bas de septembre 2015. C'est un gros niveau. Après, ça reste carrément baissier. On attend demain le PIB anglais. Le yen se renforce avec l'attrait pour le risque. L'aversion au risque, pardon. Le yen se renforce depuis que la BOJ a fait comprendre au marché qu'elle n'avait pas l'intention de renforcer sa politique monétaire accommodante. Par contre, voilà, on teste un gros niveau ici. Le plus bas de septembre 2015, le plus bas d'octobre 2015. Il n'y a pas de div, il n'y a rien, c'est survendu, mais il n'y a pas de div. Je vous rappelle que quand l'euro dollar baissait, il a été survendu aux données journalières à 1,31 $. Ça n'a pas empêché d'aller à 1,04. Donc ça reste baissier. Je privilégie la tendance. Et lors des prochaines semaines, je vise 175 sur le GBP Yen. L'euro yen n'est pas le GBP yen. Pour quelle raison? Parce que l'euro GBP monte. Pour ça que l'euro dollar n'a rien à voir avec le GBP USD. Et si vous avez des doutes sur l'euro dollar et sur le GBP USD, autant aller acheter l'euro GBP qui lui a probablement un potentiel technique d'environ une centaine de pips d'ici la fin d'année. L'euro yen se reprend parce que l'euro a rebondi, mais l'euro yen reste une paire en yen. Je reste. Alors, ça remonte, ok, notamment depuis l'effet Banque Centrale Européenne du 3 décembre. Il y a une résistance à 132,43. Ce qui est certain, c'est que si vous cherchez à shorter une paire en yen pour acheter le yen, l'euro yen est un mauvais candidat. Autant aller sur du GBP yen, mieux sur du CAD yen. Impeccable ça. Mais je pense que GBP yen est mieux. À court terme, on remonte. Un petit canal un peu linéaire en intraday. On vient chercher une résistance.
Voilà dans quoi on est, c'est assez propre. Sur le plan technique, si on reste sous 132,43 et qu'on sort par le bas de ça, ça restera baissier. Et on aura fait une reprise en drapeau, ça chutera. Si on refranchit les 132,43, là on remontera. Et c'est l'euro qui gardera, qui restera surtout en forme. Voilà. Et donc le DAX, bah, en intraday, baissier sous 10 509. Hein, voilà, ça a cassé, on a cassé les plus bas d'hier, on a cassé les plus bas du 21 décembre. Sur la bougie horaire de 11 heures, on a cassé 10 509. Il peut aller où notre ami le DAX? Bah, écoutez, dans l'immédiat, on teste un niveau ici à 10 415. Mais si ça casse, le DAX il pourrait retomber. Il sera bien capable d'aller rechercher les 10 360. Les 10 360, ça peut être un objectif de la session US. En tout cas, tant qu'on restera sous les 10 509. Voilà donc, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentifs, d'être toujours aussi nombreux hein, malgré la période des vacances. Cet après-midi, le Wall Street Insider n'a pas lieu à 15h15, il a lieu à 14h15. Bon, il y a deux groupes de statistiques, celle de 14h30, celle de 16. Je préfère suivre la réaction du dollar US avec les chiffres du PIB et l'indice des prix PCE parce que c'est celui que suit la Réserve fédérale. Après, il y aura quand même de la volatilité en séance à 16h avec les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond. Mais ça, on le suivra sur news en temps réel, enfin via Twitter. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Prochain point à 13h, le 13h des traders, et donc 14h15 pour les chiffres du PIB aux États-Unis. Et bien sûr, la dynamique de l'US 30, du SP 500, qui eux testent encore des supports. Voilà, à tout à l'heure, merci.